Bonsoir, bienvenue à Instant Noir, le monde de l'humour bien particulier de Jules Seyès. Et on a trouvé un super sujet aujourd'hui, le Mozart de la finance. Vous savez, notre fameux Emmanuel Macron, Mozart de la finance, puisque comme il était sur Rothschild, c'est un Mozart de la finance. Voilà, c'est un spécialiste de la finance et autres. Et bien, je vais vous dire une chose, je suis d'accord. Je soutiens la proposition. Ah oui, mais on va discuter de qui est Mozart et surtout on va discuter de qui est Macron, ce qu'il fait. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air. Merci d'avance, ça aide au référencement de la chaîne et on en a bien besoin pour avancer et pour propager quelques petites piques bien aimables. Alors, le travail du financier, c'est de faire coller les ressources et moyens. Alors, comment on fait? Bruno Le Maire annoncera une baisse de la croissance pour 2024 et il va faire 10 milliards d'économies. Merci Emmanuel Macron, merci Bruno. Vous avez besoin de vous en rendre compte. Quand il faut dire que bon, les mauvaises nouvelles s'accumulent, les Jeux Olympiques ne cessent d'augmenter, là encore, le contrôle des coûts, vous avez appris. Bon, voilà, quand on. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes disent qu'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, ça laisse à désirer. Il est certain que sur le contrôle des coûts, autant pour quand ça touche les pauvres, il sait faire, autant quand ça touche les fêtes pour ses amis, il a du mal. Mais bon, revenons à ce qu'est le travail d'un financier. L'ensemble des professions qui ont pour objet la monnaie, l'argent et ses moyens représentatifs, notamment les valeurs mobilières, les ressources pécuniaires dont quelqu'un ou un groupe dispose, et ça c'est important, à un moment donné pour ses besoins. Emploi égale ressources. Et c'est là que Macron est un Mozart de la finance. À un moment donné. Ça ne veut pas dire ad vitam aeternam. Il va bien falloir le comprendre. Ça veut dire à l'instant T. La France était en cessation de paiement. Bah non, la France n'est pas en cessation de paiement. Elle est en faillite. Structurellement, c'est un désastre. On l'a vu, merci Bruno. Je félicite. Mais malheureusement, non, la France n'est pas en cessation de paiement. Pourquoi n'est-elle pas en cessation de paiement? Parce que Emmanuel Macron a un allié, c'est BlackRock. La BlackRock est présent massivement en France et quelqu'un lui a massivement ouvert la porte, Manu. Et en remerciement, que fait BlackRock? Eh ben, BlackRock a gentiment encouragé les fonds dont il détient à côté la dette française. BlackRock détient aujourd'hui 32 milliards de la dette française, 2,1% du CAC 40. Bon. Et Macron a toujours choyé Larry Fink, le PDG de BlackRock. Bon, au passage, si vous avez un doute, BlackRock, c'est l'un des plus gros fonds de pension mondiaux. On en a déjà parlé, je les aime beaucoup. Vanguard et BlackRock, c'est l'échec de la politique antitrust américaine. Hein. Échec voulu, échec pas voulu, on en discutera un autre jour. Bon, et donc Macron, lui, il a très bien compris, il fait comme l'Union Européenne, il faut être dans les petits papiers de BlackRock, et Macron invite le PDG de BlackRock, à peine 30 jours après son arrivée au pouvoir, vous voyez, hein, les soignants, les pauvres, les clodos, ceux qui ne sont rien, Macron s'en moque, et donc que nous dit Jean-François Cirelli, PDG de BlackRock France? Emmanuel Macron a compris où se situait le pouvoir financier, et c'est avec lui qu'il souhaitait échanger. Et ben voilà, vous avez compris la politique d'Emmanuel Macron. Mozart de la finance, Mozart a fait le travail, effectivement. Il assure l'équilibre emploi-ressources. Tant qu'il est au pouvoir, il n'y a pas de cessation de paiement. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sort bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il le fait dans nos intérêts. Ça veut dire que Macron arrange les ballons de la croque au détriment du peuple français. Et en contrepartie, BlackRock lui permet de financer la dette française et s'arrange pour que le petit vieux américain place son argent en dette française. Je sens que le petit vieux américain va aimer le jour où on fera faillite. Mais bon, c'est peut-être pas ce qui m'inquiète le plus. N'empêche que les fonctionnaires de Californie vont peut-être pas aimer la blague. Ça, y a pas que. Et donc la quintessence de cette politique, c'est la fameuse réforme des retraites. Jusqu'à aujourd'hui, hein, rassurez-vous, je pense qu'ils ont encore quelques petits sujets dans les réserves. On n'est pas fini d'être impressionné par ce qu'ils vont trouver.
Alors, comment on en est? Bah, la France, bah, au final, cette politique, elle a quelles conséquences? Bah, la croissance s'effondre. Bon, faut dire qu'il n'y avait pas que ça, hein. Je vous parlerai un jour des cycles Kondratiev. Les cycles Kondratiev, l'élite occidentale n'a pas réussi à dominer, et donc la croissance ne cesse de baisser d'1% par décennie. Personne n'a compris ça parmi nos dirigeants. C'est pas très grave, c'est juste un désastre. En tout cas, on n'arrive plus à trouver des relais de croissance. Et donc, bah, comment on fait? Bah, on compense, on dope. Et comment on dope? Bah, la dette explose. Il faut bien comprendre une chose, cette merveilleuse dette qui explose là, elle s'est faite de plusieurs manières. D'abord, la croissance est anémique. C'est dit par le fait que nous n'avions pas trouvé de relais de croissance. C'est une chose. Deuxièmement, comme on ne trouve pas de relais de croissance et qu'il faut quand même assurer la croissance des profits, on transfère de l'argent des classes populaires jusqu'aux classes supérieures. Ce qui fait que la propension à consommer les classes supérieures étant moindre que celle des classes populaires, ça génère une baisse de l'activité économique. On compense comment? Eh ben, Dominique Strauss-Kahn vous l'aura expliqué mieux que moi parce qu'il a été prof d'économie et c'était un keynésien pur jus. On fait de la relance budgétaire. Alors le seul qui a contrôlé ça, alors Nicolas Sarkozy, champion. Macron, comme disait Sarkozy, c'est moi mais en mieux. Ah bah, on confirme, hein. La courbe, elle montait, la courbe, elle montait comme ça, elle est montée comme ça. Merci. Pour le coup, on nous dit la vérité, hein, je suis désolé de le dire. Le seul qui a essayé de limiter un peu la casse, c'est Hollande. Je vous remontre un peu la courbe. Hollande a ralenti la croissance de la courbe après Sarkozy. Comment il a fait? Il a collé 50 milliards d'impôts supplémentaires sur les ménages. Donc, Hollande a pris aux ménages, il a fait baisser les revenus des classes inférieures, comme je vous l'ai dit. Donc, en termes keynésiens, c'est mauvais, c'est une contre-relance budgétaire, plus elle s'effectue sur le dos des classes qui ont le plus de propension à consommer, ce qui fait qu'on a eu vraiment le double effet qui se coule en termes d'impact sur l'activité. Macron, arrivé au pouvoir, transfère les effets de la consolidation de François Hollande en baisse d'impôts pour les plus riches, ce qui fait que là encore, on garde l'effet qui se coule, mais avec de la dette supplémentaire. Bravo. Bon, si c'est pas une politique délibérée, vous m'expliquerez ce que c'est. Vous voyez, vous avez trois pouvoirs qui sont suivis les uns après les autres, Sarkozy, Hollande, Macron, qui ont tous suivi la même politique. Augmentation des charges sur les ménages, baisse des charges sur les plus riches. Enfin, les ménages pauvres, hein, j'entends, d'accord, pas les hauts déciles. Je pense que Bernard Arnault ne s'est plaint d'aucun des trois. D'accord, on va être très honnête, hein. À un moment, il va falloir qu'on sache rester sur les choses simples. D'ailleurs, on reconnaît que Emmanuel Macron était le conseiller de François Hollande, puis son ministre de l'économie. Donc cette brillante politique, c'est pas que Macron, elle date d'avant. Mais c'est une politique, et c'est une politique qui est suivie d'ailleurs partout en Occident. Et là, vous voyez clairement, entre les pouvoirs financiers comme BlackRock et les élites politiques, il y a une intrication, un fonctionnement commun qui fait que le pouvoir politique suit les intérêts de ceux qui financent les campagnes électorales. Voilà, d'accord, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de complot, il n'y a rien, il y a juste la politique, ça coûte de l'argent. D'accord, vous passerez de superbes morceaux au Gabin et devant les parlementaires et leur dit la politique devrait être une vocation. Je suis certain qu'elle l'est pour beaucoup d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient. Ben voilà. Un parlementaire, c'est un placement pour les entreprises. Les entreprises placent l'argent pour avoir des parlementaires, pour avoir des présidents, et on obtient ce genre de résultat où l'argent va à l'argent et où c'est fait délibérément. Parce qu'on n'est pas capable, en plus, de générer de la croissance. Et ça, c'est vraiment le summum de l'échec. Alors, la stratégie d'imposition de Macron, bon, on va glissons dans tel n'appuyons pas, mais bon. La flat tax, l'impôt sur la fortune immobilière et non l'impôt sur la fortune. Macron, hein, évidemment. Et le taux marginal d'imposition, selon les classes.
Il monte pour les classes qui étaient à 0%, il monte pour les classes qui étaient à 14%, et vous voyez, à partir de 30%, ça s'inverse, et on stabilise tout le monde à 30%. Merci Macron. Vous avez compris, on a fait monter la TVA, on fait monter les taxes sur essence, on fait monter tous les revenus non fiscaux comme l'EDF, le chemin de fer et tout ce qui est revenu d'État non fiscalisé. C'est toujours les mêmes qui paient, c'est normal, je vous rassure. Les kilowattheures, c'est pas ce qui te préoccupe le plus, Bernard Arnault. C'est pas ce qui préoccupe le plus Xavier. Donc quand Macron dîne chez eux, ça va, s'il y a 2 ampoules qui brûlent de plus, ça leur pose pas de problème. Par contre, la petite dame qui avait été voir Macron en lui disant, je suis désolé, hein, je vais l'utiliser comme exemple, cette pauvre dame, qui disait, moi j'ai 2 enfants, je suis toute seule et je m'en sors pas, elle, les 2 ampoules, ça lui fait mal. Là, vous voyez la politique de Macron, elle est clairement orientée contre cette pauvre dame. Alors, évidemment, Macron va quand même pas assumer, hein, ce serait contre sa religion. Donc on a l'éternelle excuse, la faute à Poutine, bien sûr. Comme vous l'avez vu, hein, la dette augmente depuis que Poutine est arrivé au pouvoir. Non, je vous rassure, elle augmente depuis 80. Le dernier budget à équilibre, c'était 74. Depuis, on n'en a pas fait un seul. Donc bon, voilà. D'accord, le transfert des charges et autres, c'est des politiques qui sont suivies depuis les années 80, depuis que Reagan est arrivé au pouvoir, avec les Reaganomics, qui étaient des soi-disant économistes, qui n'ont aucun diplôme d'économie, mais qui, sur des coins de table, ont défini des programmes qui flattaient l'électorat de Reagan en lui prétendant économique. Ça n'a rien à voir avec la science économique, c'est tout complètement au niveau économique. La théorie du ruissellement et autres, on a prouvé que ça ne fonctionnait pas, mais les médias ont relayé. C'est la faute à Poutine. Alors, on va quand même regarder, parce que j'aime bien les faits, les chiffres. La faute à Poutine, vraiment. Regardez le gaz, là. Vous voyez le prix du gaz, il commence à s'envoler fin 2021. Ça, c'était pas la faute à Poutine. Ça, c'est la faute à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que comme la dette explose, eh bien, il a fallu faire exploser les bilans de la BCE pour qu'elle achète les dettes d'État. On a trouvé des mécanismes compliqués pour pas violer les traités et autres. Foutaise. D'accord? À un moment, je veux dire, une pute est une pute et la Banque Centrale Européenne est la pute des États. Elle rachète une partie de plus en plus importante des dettes. Elle les monétise. Je suis désolé pour les dames qui travaillent sur le trottoir. En plus, voilà, elles ont un métier difficile. Madame Lagarde a au moins des conditions de travail plus, comment dire, plus confortables. Ce qui ne change pas le fait que moralement, son métier est sûrement beaucoup moins recommandable que celui des dames qui travaillent sur le portail, sur le trottoir. D'accord? Alors, en tout cas, beaucoup moins de service à l'humanité. Je suis désolé de le dire en ces termes, mais à un moment, il va falloir qu'on soit très clair. D'accord? Mais comme elle avait dit à Nicolas Sarkozy, utilisez-moi et jetez-moi, ça l'amenait à la BCE, où elle se laisse utiliser joyeusement pour nous ruiner. Bon. Et il y a une très nette corrélation entre la monétisation des dettes et l'inflation. Le dentifrice est resté un temps dans le tube, et maintenant il sort. Et quand il va sortir, ça va ruiner le niveau de vie des classes sociales. Voilà. Alors, au niveau fiscal, comme on en parlait, les efforts portent sur les ménages, et ben vous voyez, c'est bien fait l'impôt en France. Hein. Les classes populaires, on ne peut pas trop leur en prendre, donc on ne tape pas trop dessus. Moins dessus, quand même, hein, il n'y a pas de petit plaisir non plus, d'accord? Les classes moyennes, les classes aisées, on tape fortement. Les classes très aisées, c'est un paradis fiscal. Bon, comment il disait déjà? Les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. Eh ben, nous avons la bonne structure fiscale. Bon, rien de nouveau, rien de récent. Comment on y arrive? Très simplement, vous regarderez les impôts 2022, 2023, 2024. Le premier impôt de France, c'est la TVA. La TVA, tout le monde la paye, surtout ceux qui consomment. Donc les classes qui consomment le plus payent des impôts et vous voyez, c'est effectivement un impôt très lourd. D'accord? Ensuite, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société, les autres recettes fiscales, les recettes non fiscales. Vous vous souvenez, ce dont on parlait, que l'État touche, l'abonnement à la bibliothèque, les entrées à la piscine, etc., etc. Et l'impôt sur les carburants.
Et il manque toute la partie gigantesque des cotisations sociales et taxes sur les salaires. Il ne faudrait pas non plus se priver. Alors, on appelle ça des revenus de transfert. Pourquoi? Parce que c'est censé vous revenir d'une autre manière. Ouais. Jusqu'à un certain point. Mais on en reparlera un jour, quand on fera la Covid. Vous verrez la belle arnaque. J'ai fait un petit article sur Agoravox très sympathique sur le sujet. Voilà. Et voilà l'évolution des recettes fiscales. Vous voyez, l'impôt qui a bien augmenté, c'est la TVA, la CSG. Et par contre, l'impôt sur les sociétés a diminué, l'impôt sur le revenu a augmenté. Bref, on fait augmenter ce qui touche les salariés, ce qui touche les classes sociales inférieures, et on fait baisser ce qui touche les classes sociales supérieures. Faudrait pas amputer les bénéfices sur les profits. Donc voilà, et vous voyez donc les impôts bien régressifs ont joyeusement. Bon. Et le résultat, alors Emmanuel Macron nous avait vendu, Mozart toujours, Mozart nous avait vendu qu'il allait faire baisser les impôts de 22 milliards et que ça allait faire exploser l'investissement en France. Bon, bah vous voyez, les investissements étrangers en France, pas tellement variés, avant, après. Merci Macron. Les flux d'investissement français à l'étranger ont un tout petit peu diminué, mais enfin bon, ça casse pas des briques. Voilà. Donc on a dépensé 22 milliards, on aurait mieux fait de les investir directement pour faire nous-mêmes les investissements. Bon, ce qu'on savait, hein, juste pour vous expliquer, la bourse de Paris avec les milliards qui sont échangés tous les jours, les émissions primaires, c'est-à-dire ce qui va réellement dans la trésorerie des entreprises, c'est 10 milliards par an. Tout le reste, c'est du casino où ça passe entre les joueurs. Rien de plus. D'accord? Et c'est ça qui nourrit leur revenu et leur patrimoine. Je vous laisse imaginer. Alors, comme on l'a vu, Macron est-il un Mozart de la finance? Eh bien, oui, parce qu'il a toujours assuré l'équilibre. La France n'est pas en cessation de paiement. Simplement, l'œuvre ultime de Mozart, c'est un requiem, il ne faudrait pas l'oublier. Il ne l'a pas terminé en plus. Donc, Macron est un Mozart, oui, mais sa grande œuvre, c'est le requiem de la France. Et ça, merci d'avoir fait attention, d'avoir participé à cette émission. Et je vous laisse méditer là-dessus. Bonne journée, bonne soirée.